Merci de me proposer ce, ce titre d'échelle géographique, résolution spatiale et temporelle pour les perspectives de paysage. Et j'ai commencé à chercher l'inspiration pour ce discours. Et par exemple, les échelles dans le monitorage géographique que j'ai trouvé sur Internet. Et voici ce dont on va parler, le rôle du monitorage dans l'utilisation durable des ressources biologiques, la résolution spatiale et la résolution temporelle, et ensuite les options d'acquisition de données, capture de données. Mais pour commencer avec le monitorage ou surveillance ou inventaire, il y a beaucoup de noms possibles pour cela. Mais il y a des petites différences, même s'il s'agit un peu de la même chose. C'est de fournir des informations pour la prise de décision. Puis, il faut se poser certaines questions pour faire cela. D'abord, de quelle décision il s'agit, quels sont les décisionnaires et quelle information pouvait supporter ces décisions. Peut-être il y a d'autres principes qui guident les politiques parfois, à part ces informations. Très rapidement, pour les catégories de décisionnaires, on va couvrir ceci plus en détail. Mais si nous regardons les grandes catégories, il y a le public général, les propriétaires de forêts, les organisations gouvernementales, les ONG, et les entités qui prennent des décisions pour des accords internationaux. Pour regarder très rapidement la sélection d'utilisation et d'utilisateurs, quel type d'utilisation du niveau local jusqu'à des niveaux plus généraux. Par exemple, la gestion opérationnelle des forêts, ou bien la planification stratégique, les ONG, et si nous devions continuer au niveau participation maintenant, pour ce qui est de la planification des forêts stratégiques, il y a beaucoup d'autres groupes d'intérêt qui sont concernés. Nous pourrions continuer cette liste, mais je ne veux pas passer cela trop en détail. Mais quels sont les acteurs impliqués, la gestion des accords internationaux, etc. Pour revenir à cette présentation sur les échelles géographiques, la résolution spatiale et temporelle, quelle est la perspective des paysages? Ceci a été développé dans les forêts modernes et cela a été présenté ce matin également, de gérer ces paysages forestiers d'une manière intégrée, non pas d'un point de vue individuel. Et c'est alors important de savoir quelles sont les échelles spatiales pour lesquelles l'information est requise et les intervalles temporels pour cette même information. Donc, pour revenir à cette vue générale de la présentation, nous passons maintenant à la résolution spatiale. En prenant en compte les questions de résolution spatiale qu'il faut prendre en compte pour ces inventaires forestiers, il y a des choses principales. On peut le diviser de différentes manières, mais c'est traditionnel de le faire de façon générique. Tout d'abord, l'échelle pour laquelle il faut présenter les informations aux décisionnaires. Nous avons vu que ces décisionnaires peuvent opérer à différents niveaux. Donc il faut différentes informations. Certains voudraient des informations à un niveau vraiment local et d'autres au niveau beaucoup plus général. Mais il y a une question ici. Ce sont des échelles logiques d'acquisition de données, de capture de données, de saisie de données, avec différentes caractéristiques biologiques.
et je vais revenir à cette question. Donc l'échelle adéquate pour présenter l'information dépend du type de décisionnaire, des exemples, des stands dans des holdings de forêt, c'est-à-dire à échelle très locale. Ensuite, les holdings forestiers, par exemple les forêts villages, c'est encore assez local, surtout pour les propriétaires de forêt. Ensuite, nous arrivons au niveau qui est débattu au cours de cette conférence de manière très compréhensive. Les paysages, c'est-à-dire les unités administratives locales dans lesquelles il y a beaucoup d'acteurs différents pour une zone donnée afin que les décisionnaires puissent prendre les bonnes décisions. Ensuite, nous trouverions le pays ou subnational, ensuite régional et global. Ce sont différentes échelles qui sont toutes pertinentes pour présenter ces informations. Celle du milieu est en italique parce qu'on va revenir à celle-là. Il y a beaucoup d'entre vous qui veulent savoir plus que moi, mais il est clair que pour trouver l'échelle adéquate, il faut trouver des zones qui soient suffisamment larges pour faire des estimations adéquates pour tous les biens et services par une analyse de scénario, mais elles doivent être suffisamment petites pour encourager l'implication des acteurs locaux et les associer au développement de ce territoire et les différentes approches de modélisation possibles. Et un autre aspect de ceci, les échelles logiques pour la saisie de données. Il y a différentes questions qui requièrent différentes échelles spatiales. Par exemple, depuis le petit vers le plus grand, peut-être un indicateur, combien d'arbres surpris y a-t-il? C'est très local, très petit. Juste trouver combien il y en a et faire une somme pour obtenir le total. On peut utiliser presque n'importe quelle échelle ici. Si on va un peu plus vers le haut, un autre indicateur, par exemple la composition des espèces en compétition parmi les arbres. Et ceci doit être relié à une certaine référence, parce que si vous le faites dans des parcelles très petites, et ce serait très difficile d'extraire des résultats. Puis nous avons d'autres qui sont plus larges comme parcelles, où on peut être amené à avoir plus de précision sur la région qu'on étudie, et on passe, dans ce cas-ci pour l'habitat, combien de grands tétras il y a dans cet habitat, quelle zone il faut, c'est-à-dire les conditions de vie pour cet oiseau, qui requiert différents types de forêts et de paysages. Donc nous allons regarder ceci sur une zone beaucoup plus grande pour trouver un habitat adéquat. Et on a parlé ce matin d'infrastructures vertes avec une échelle encore plus grande pour faire des mesures qui pourraient être ajoutées ensuite de différentes manières. Donc il y a toute une gamme d'échelles dont il faut prendre connaissance lorsqu'on travaille avec les échelles logiques requises pour ces données. Maintenant, si on veut dire quelque chose pour résumer, nous savons bien comment nous occuper de petites zones d'acquisition logique telles que les arbres, des inventaires forestiers, nous savons comment le faire, mais lorsque nous atteignons à des zones plus larges, où nous devons développer ces approches davantage, parce qu'il y a certaines approches déjà, mais on peut développer bien d'autres, donc c'est intéressant comme défi pour la recherche de la surveillance, pour savoir comment
gérer tout ceci du point de vue surveillance et monitorage. Maintenant, pour les questions de résolution temporelle, ceci est un compromis entre le coût d'information, comme toujours, combien est-ce que vous voulez payer et quelle est l'information qu'il vous faudra pour pouvoir mesurer, peut-être pas chaque année et chaque moment, mais on ne peut pas se le permettre. Donc il y a un intérêt accru pour l'information dans le changement et les tendances qui deviennent de plus en plus importants. Donc quels sont les intervalles de temps adéquats pour lesquels il faut pouvoir détecter ces changements? Est-ce que c'est 5 ans ou tous les ans? Donc lorsqu'on choisit la résolution temporelle pour des inventaires, il faut penser à l'importance de l'information. Est-ce que c'est tellement important qu'il faut une information chaque année ou tous les 5 ou tous les 10 ans? Nous voyons des efforts de monitorage où il y a des cycles différents, mais il y a une division basée sur l'importance et sur la vitesse de changement vraisemblable, sur la caractéristique étudiée. Est-ce que c'est tous les 5 ans, tous les 10 ans, etc. Cela dépend de cette vitesse de changement vraisemblable. Et nous débattons également sur la gestion adaptative et ces approches, bien sûr, pour actualiser et mettre à jour l'information sont très importantes parce qu'ici, il faut avoir l'information en forme de vous guider pour les étapes suivantes et donc s'adapter au changement. Pour parler un petit peu sur la saisie de données, l'acquisition, la capture de données, maintenant il y a différentes approches possibles pour la surveillance et le monitorage. Par exemple, la couverture wall-to-wall, l'échantillonnage, parfois des combinaisons des deux. Wall-to-wall, tout est couvert. C'est une bonne couverture. Les données sont en général dérivées de captage à distance ou des études sur le terrain. Et on obtient de bonnes informations sur la composition et la configuration des paysages. Il n'y a pas des passerelles qui sont si importantes, qui ne sont pas étudiées. Mais en général, nous avons des descriptions assez générales à chaque emplacement individuel. Et donc ça, c'est une limitation. Nous avons une bonne couverture, mais une limitation, parce que souvent ce type d'information contient des aléas inconnus qu'on ne sait pas très bien incorporer. Donc il faut estimer la zone totale. De notre côté, nous avons l'échantillonnage. Nous mesurons un petit peu ici et là, avec peu de couverture spatiale. Les données sont souvent acquises à travers des mesures sur le terrain. En général, s'il y en a suffisamment d'échantillonnage, on a une bonne information sur la composition du paysage, mais pas sur sa configuration. Il y a de bonnes possibilités pour faire des mesures sur le site qui sont détaillées. Donc il y a des points en faveur et en contre dans les deux approches, ce qui nous amène à étudier la conclusion logique qu'il faut combiner ces deux approches afin d'avoir de bons programmes de surveillance. Donc certains comprennent une couverture de grandes zones et des échantillonnages à distance pour des données sur des endroits spécifiques. Je voulais vous montrer un petit exemple. Nous reviendrons à la couverture plus tard. Un programme de surveillance au niveau des paysages financé par la Swedish Environmental Protection Agency et qui dépend de l'Université suédoise de sciences agricoles.
Johan Svensson et collègues. Donc nous voyons ici la Suède avec des échantillons et chacun de ceux-ci 25 km², avec des évaluations à grande échelle et ensuite des échantillonnages à 1 km² où il y a également une manière d'aller plus dans les détails et avoir des échelles qui s'appliquent de façon convenable. C'est un exemple de la manière dont ce type de programme peut être développé, combiné différentes données qui sont acquises à différentes échelles. Maintenant, pour des conclusions, pour cette première présentation après le repas, être clair sur quelles décisions et décisionnaires sont vos buts pour le programme de monitorage. Et pour ce qui est des échelles géographiques, il y a deux questions qui sont importantes. L'échelle des acquisitions de données, en général maintenant, on s'occupe de caractéristiques dans des zones de plus en plus grandes, donc ce qui représente un défi pour le développement des programmes de surveillance, mais également, tout aussi important, l'échelle pour la présentation des résultats aux décisionnaires. Et cette échelle également est pertinente pour les décisionnaires. Et pour la gestion au niveau des paysages, ce sont ces deux différentes approches qui doivent être utilisées. Merci.